Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a 1000 raisons différentes qui peuvent mener à la soloparentalité, 1000 façons de vivre les choses et donc 1000 histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode très cher à mon cœur, un épisode où, avec mon invité, on explore comment les réflexions sur le féminisme permettent de s'autoriser, entre autres, à faire famille autrement. Parce que clairement, je peux le dire, si aujourd'hui je me sens totalement légitime dans le modèle familial que j'ai choisi et que je le vis comme un vrai choix et non pas comme un plan B, c'est grâce au féminisme et aux féministes. Avec Bénédicte, on va donc explorer son cheminement d'abord vers le féminisme, puis vers la maternité. On va parler de sororité, puisque sans elle, nos parcours et nos expériences de mère ne seraient pas ce qu'ils et elles sont, de ce que ça peut représenter d'élever un petit garçon quand on est féministe jusqu'au bout des ongles, de séparer l'amour romantique de la maternité, et de comment, parfois, l'amour surpasse tout, y compris les opinions politiques. Cet épisode est riche en ressources, qu'il s'agisse de livres, de podcasts ou encore de comptes de créatrices de contenu sur tous ces sujets. Je vous mettrai donc toutes les références dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bénédicte, comment tu vas? Bonjour Marion. Ça va bien, ça va très bien même. Bon, ça fait longtemps qu'on échange sur le fait de faire un épisode ensemble, mais je peux comprendre, tu te sentais plus à l'aise de témoigner en étant enceinte. On va rentrer dans les détails de ton parcours par la suite, mais pour démarrer l'épisode, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses lire un texte que tu as écrit et que tu as publié sur les réseaux pour annoncer ta grossesse, si tu veux bien. Oui, avec grand plaisir et merci de m'avoir proposé aussi de participer à cet épisode. Je suis hyper heureuse de le faire. Du coup, pour le texte, il commence par une citation qui dit « Heureusement, le féminisme est venu à la rescousse de millions de femmes pour aider à devenir nous-mêmes. J'ai pris conscience que tout le monde n'était pas obligé de vivre de la même façon, ce qui m'a amenée à une découverte plus personnelle. J'étais heureuse. » Il y a quelques jours, j'ai lu cette phrase de Gloria Steinem dans son essai Révolution intérieure. Cette phrase résonne fort en moi, alors qu'une nouvelle folle aventure, pleine d'amour et de joie démarre. Je n'ai pas pour habitude de partager mon intimité ici, mais puisque l'intime est politique, j'avais envie de partager et de vous raconter mon histoire. Mon enfant est issu d'une PMA en solo. Devenir maman solo par choix était d'abord un plan B, bien enfoui quelque part dans ma tête, que je voyais alors comme une sorte d'échec et d'horizon pas très désirable. Et puis un jour, j'ai pris conscience que je n'avais pas à percevoir mon célibat comme l'antichambre d'une vie meilleure. Je n'avais pas à passer des années à attendre la rencontre. Et parce que la rencontre amoureuse peut faire son apparition à tout instant, mais que la fertilité, elle, n'attend pas, je me suis enfin autorisée à séparer l'amour romantique de ma parentalité, si désirée, si réfléchie, si attendue. Alors ma maternité en solo est devenue ma plus grande, ma plus folle et ma plus belle aventure. Je suis si heureuse, et fière de faire famille autrement, de rejoindre toutes ces familles extraordinaires et de devenir mère, tout simplement. Je fais cet enfant en dehors du couple, mais je ne suis pas seule. Mon enfant et moi sommes si entourés. J'ai autour de moi un gang de fées incroyables. Ma famille, qui aurait pu accueillir ce choix avec jugement, et qui a décidé de l'accueillir avec l'amour inconditionnel de sœurs et de parents. Mes amis de toujours, mes sœurs de cœur, ma coloc d'amour qui sera sa marraine, mes amis et collègues rencontrés plus récemment, qui sont aussi d'un soutien infini. Et enfin, les copines en parcours PMA et les mamans solo par choix, qui m'ont inspiré ce chemin. Mon village merveilleux et moi, nous sommes déjà si nombreux à t'aimer, mon enfant. Un petit peu d'émotion dans la voix. Ouais, ben pour moi aussi. J'ai toujours des frissons quand je le lis et il a fait beaucoup réagir ce texte. Ouais, du coup, on va revenir justement un peu avant de rentrer, on va dire, dans le vif du sujet. Tu nous dis un peu qui tu es, d'où tu viens,
Dans quelle famille t'as grandi en fait justement et comment du coup toi tu projetais ta vie de famille? Alors, je suis la dernière de 3 filles. Une famille, à la fois, très traditionnelle et pas tout à fait. Voilà, j'ai grandi avec mes 2 parents, mes 2 sœurs, ma grande sœur étant ma demi-sœur, donc la fille de ma mère. On n'a pas le même père et justement ma mère a eu ma sœur, seule et a élevé, ma sœur, toute seule, ses premières années. Puis ensuite elle a rencontré mon père et qui pour le coup ils se sont mariés. Donc je viens d'une famille plutôt, voilà, traditionnelle sur le fait, papa-maman. La particularité, c'est que je viens aussi d'une famille très catholique, plutôt de droite, plutôt pas très pro-PMA, plutôt schéma traditionnel, etc. Et donc, j'ai une de mes sœurs qui a plutôt suivi un schéma très traditionnel, puisqu'elle s'est mariée jeune, elle a eu 3 enfants. Et mon autre sœur, qui est donc ma grande sœur, pour le coup, elle a adopté en solo. Puis ensuite, elle s'est remise avec son compagnon. Donc, elle l'élève avec son compagnon. Mais voilà. Donc, en fait, il y avait à la fois quelque chose de très, très dit et en même temps, 2 personnes de ma famille qui avaient, et sans que je le conscientise à l'époque, un peu planté une petite graine sur ce choix-là, quoi. Et du coup, avec cet environnement familial que tu décris, comment tu l'as projeté toi, ta famille? Je pense que je me suis toujours plus ou moins vue avec des enfants. Après, voilà, j'ai toujours été un peu en décalage par rapport à ma famille, justement, moi, avec un mode de vie, des valeurs assez différentes. Mais je me suis toujours dit que j'aurais voilà, un amoureux, des enfants, une vie plutôt classique, quoi, papa, maman. D'ailleurs, j'ai eu des histoires assez classiques assez tôt de couple. Je me suis toujours projetée avec des enfants. Ça n'a pas été forcément, enfin, c'était pas une question, quoi. Pour moi, c'était assez naturel. Mais j'ai très vite fait des choix de vie qui étaient très différents d'un schéma classique, quoi. C'est-à-dire que je suis partie très vite voyager à l'autre bout du monde, faire un métier qui me faisait un peu voyager un peu partout pendant longtemps. Donc, pendant longtemps, c'était pas une question. Je me disais que ça allait arriver. Donc, petite, voilà, je me projetais avec des enfants, quoi. Et du coup, tu t'es mise dans des relations de couple, tu disais classiques. Est-ce que c'était des relations dans lesquelles tu étais épanouie? Les premières années de ma vie amoureuse, oui. Mais ouais, ouais, en fait, j'étais en couple, j'avais 15 ou 16 ans et ma première histoire d'amour a été une vraie histoire de couple qui a duré plusieurs années. Et puis ensuite, j'ai eu plusieurs histoires amoureuses, ouais, de couples assez traditionnels, des histoires d'amour qui se sont arrêtées pour différentes raisons, mais en tout cas, qui roulaient quoi à ce moment-là. Et en fait, pendant plusieurs années, j'ai très peu été célibataire. J'ai pas enchaîné, mais disons que j'ai eu plusieurs histoires sans du tout de période de célibat entre ces histoires, très peu. Et après, comme je disais, du coup, j'ai eu un métier qui m'a fait beaucoup voyager, j'ai eu une vie un peu d'aventure quoi pendant plusieurs années, puisque je travaillais dans l'humanitaire. Et là, ça a commencé à devenir un peu plus compliqué de construire ou de maintenir des relations amoureuses. Mais pendant longtemps, je mettais ça sur le compte justement de mon métier, de mon mode de vie. Et en fait, j'ai assez vite compris, enfin assez vite, non, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai compris justement en réfléchissant à toutes ces questions que c'était pas forcément lié à mon mode de vie, c'était plutôt lié au fait que j'étais peut-être pas forcément très heureuse ou très épanouie dans un couple traditionnel. En tout cas, à l'époque, c'était pas ce que je cherchais et ce qui m'épanouissait. Mais les années passant, voilà, enfin, j'avais quand même des belles histoires, mais disons que rien qui n'aboutissait à quelque chose de plus construit, quoi, ou qui aurait pu donner une vie de famille, en tout cas. Et puis au fur et à mesure, la société m'a commencé à me foutre un peu la pression, ma famille aussi. Et du coup, je me suis vite dit que c'était moi qui avais un problème, quoi. Si on parle de féminisme, parce qu'au final, c'est quand même ça le cœur de notre discussion aujourd'hui, et c'est comment on entremêle en fait féminisme et solo-parentalité, j'ai envie de dire, parce que, enfin, pour toi, je crois, et pour moi, c'est le cas aussi, au final, c'est deux sujets qui sont très liés. À quel moment tu dirais que le féminisme est rentré dans ta vie et comment ça s'est matérialisé en fait? Enfin, on peut se dire que quand on vient d'une famille un peu traditionnelle, de droite, etc., c'est pas des choses qui arrivent par notre famille et dans notre culture familiale. Du coup, comment c'est arrivé toi dans ta vie? Ouais, tout à fait. C'est pas arrivé de manière, en tout cas par mon éducation, ça c'est certain. Même si par certains côtés, je pense que ma mère, par certains de ses choix de vie, a quand même été un modèle qu'elle ne dit pas féministe, mais qui l'est quand même d'une certaine manière. Et du coup, moi, alors déjà toute petite, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours été un peu en décalage par rapport à ma famille et j'ai toujours été un peu révoltée des injustices du monde, quoi. Donc,
voilà, j'avais déjà ce truc-là un peu en moi. Et après, quand j'ai commencé à bosser, en fait, j'étais dans l'humanitaire et je travaillais sur la question des droits des femmes. Voilà, je me suis un peu spécialisée sur ces sujets-là, mais à ce moment-là, je n'analysais pas du tout dans une perspective féministe, ou en tout cas, c'était des sujets qui étaient assez loin de moi parce que j'étais dans des pays éloignés et que je l'associais pas forcément à ma vie personnelle et intime. Et puis quand je suis rentrée en France, donc je suis rentrée en 2017, donc après près de 10 ans à l'étranger, j'ai commencé un peu à comprendre déjà pas mal de choses sur moi, mais aussi sur la société française. Puis ça correspondait à MeToo. Et là, je me suis dit que ouais, il y avait quand même un truc à creuser, quoi. Et du coup, j'y suis allée à fond et j'ai fait un master sur les questions de genre. Donc j'ai arrêté de bosser pendant un an. Et là, voilà, je me suis mise à beaucoup lire, à beaucoup me renseigner, à beaucoup travailler ces questions-là. Et en parallèle, j'ai commencé aussi à pas mal travailler sur moi, en fait, sur justement avec ce truc de je comprends pas, je suis rentrée, maintenant c'est bon, j'ai un mode de vie un peu plus posé, je rencontre pas la bonne personne, qu'est-ce qui se passe, c'est pas mon problème. Et voilà, donc le féminisme, il est rentré comme ça dans ma vie. Puis après, c'est devenu un truc un peu... Enfin, c'est devenu quelque chose complètement d'incontournable et qui façonne toute ma vie aujourd'hui. C'est mon métier puisque je suis formatrice sur les questions d'égalité et de prévention des violences sexistes et sexuelles. Du coup, c'est à la fois mon métier, puis c'est à la fois une passion parce que je lis énormément. C'est aussi un gros sujet d'échange avec les copines, avec les amis autour de moi, avec mon cercle proche. Et on est dans une période où il y a tellement de richesse en termes de production littéraire, de podcasts, etc. Que voilà. Donc aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qui fait partie de ma vie de manière omniprésente. Et du coup, pour faire le lien avec la solo-parentalité, je pense que ce qui est la clé là-dedans, c'est comment le féminisme te permet de te libérer en fait de certaines injonctions et du coup de faire des choix qui te sont propres, quoi. Du coup, ton cheminement à toi, qu'est-ce que ça a été en fait pour arriver en fait à prendre cette décision de devenir mère en solo et que ce soit un vrai choix en fait? Alors, comment ça s'est passé pour moi? En fait, à la base, j'avais décidé de faire congeler mes ovocytes en Espagne quand j'ai eu 35 ans. Mais le sujet de la maternité, c'est quelque chose qui m'obsédait depuis plusieurs années, je dirais à partir de mes 32-33, qui est devenu hyper présent quand je suis rentrée en France. Parce qu'il y avait vraiment ce truc, je rentre en France, donc j'ai un mode de vie plus classique, donc forcément je vais rencontrer quelqu'un, donc forcément je vais me caser et je vais faire des enfants, etc. J'aime pas cette expression. Euh, Se caser? et ouais, Se mettre dans une case, je vois pas pourquoi oui, t'aimes pas c'est ça. ça. Et en fait, les années passant, j'ai eu des histoires. Et à ma dernière séparation, donc il y a 4 ans, la question de l'enfant était un sujet assez central. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus triste de ne pas avoir d'enfant que de me séparer de cet homme. Enfin, que c'était vraiment ça le sujet qui me rendait vraiment triste, quoi. Mais à ce moment-là, voilà, je me disais, faut absolument que je rencontre quelqu'un pour faire un enfant. Et donc voilà, donc je suis allée voir une gynéco pour commencer à faire les tests de fertilité. À ce moment-là, elle me disait ça va, vous n'êtes pas trop pressée, vous pouvez attendre le changement de loi. Je ne remercie pas forcément cette gynéco de m'avoir dit ça. Donc j'ai encore attendu, et puis j'ai refait des tests qui là ont montré une baisse de fertilité donc à mes 35 ans. Et là, je me suis dit ok, je vais congeler mes ovocytes. Et en fait, j'ai la veille de quelques jours ou quelques semaines, je sais plus, de mes 36 ans, j'ai changé d'avis en 24 heures. Et je me suis dit en fait j'ai envie d'un enfant, quoi. Donc, pour faire le lien avec le féminisme, je pense que c'est clair. Dans ma tête, c'était clairement pas direct. C'était pas, je suis féministe, donc je fais un enfant toute seule. C'était pas du tout ça, mais c'était plutôt comment mes lectures, mes échanges, etc., m'ont permis au fur et à mesure de me éloigner, en fait, d'un schéma classique qui finalement n'était pas forcément celui que j'allais suivre, quoi. T'avais tout enclenché pour aller congeler tes ovocytes en Espagne? Ah oui, j'allais commencer le traitement. Et en fait, j'ai fait une grosse crise d'angoisse à ce moment-là. Et je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une personne sur Instagram qui a un compte qui s'appelle Elle a fait un bébé toute seule. En fait, j'ai tapé Elle a fait un bébé, enfin, faire un bébé toute seule sur Instagram, vraiment, littéralement. Et je suis tombée sur ce compte et je lui ai écrit et elle m'a mis en contact avec l'asso Maman Solo. Et là, donc, j'ai fait une première publication pour partager mes questionnements, congélation, pas congélation. Et en fait, 24 heures en parlant avec plein de femmes, dont toi. Euh, et ben, j'ai changé d'avis. Et donc, je me suis dit, ok, j'y vais, quoi. Je suis prête, en fait. Et en fait, je pense que j'étais prête depuis longtemps. C'est juste que je m'étais pas autorisée. C'est pour ça que dans mon texte, je dis que le féminisme a permis de m'autoriser, en fait, de me dégager d'un certain nombre de pressions sociales, quoi.
Et du coup, est-ce que tu peux expliciter un peu cette autorisation que tu t'es donnée grâce au féminisme? Bah, je pense que c'est pas non plus complètement linéaire parce que je pense que pendant assez longtemps, pendant tout le début de mon parcours, il y avait quand même cette ambivalence d'un deuil à faire, quoi, d'un deuil d'un schéma plus classique. Mais je me disais, malgré ce deuil, en fait, on peut avoir une vie. Bah, je pense que la question du féminisme, c'est aussi beaucoup la question du couple hétérosexuel aussi qu'elle Ouais. pose. Et ces dernières années, c'est quand même, enfin, non, c'est pas des dernières années, mais peut-être cette dernière année, c'est quand même un sujet qui revient beaucoup dans les réflexions féministes. Et du coup, toute cette remise en cause du couple hétérosexuel, ça m'a permis aussi de voir que finalement, c'était peut-être pas un modèle si idéal que ça et que d'autres modèles pouvaient exister, quoi. Donc ça, c'est le lien que je fais avec le féminisme. Après, il y a eu le féminisme et puis il y a aussi, j'étais aussi en thérapie en parallèle. Et en Mm. fait, tout ça s'est fait un peu en parallèle. C'est-à-dire que quand je suis arrivée chez ma psy, c'était pour essayer de comprendre quel était mon problème. Et donc, en fait, avec elle, j'ai compris que j'avais pas de problème et que du coup, le féminisme a aussi permis de comprendre que c'était une problématique plus sociétale et plus systémique qu'une problématique individuelle. Enfin, tout ça était assez entremêlé, quoi. Je sais pas toi, mais moi je sais que la première fois où j'ai vraiment compris qu'il y avait un problème dans les relations hommes-femmes et qu'il y avait un réel rapport de domination dans lequel j'avais beaucoup de mal à m'épanouir moi, c'est le podcast du cœur sur la table de Victoire Toyon. Pour moi, c'était vraiment le point de départ. En fait, ça a créé une espèce de colère chez moi qui a été à la fois hyper salvatrice et à la fois tu te dis enfin c'est triste quelque part, tu vois. Du coup, je sais pas si tu as la même référence que moi, mais pour moi c'était vraiment la pierre angulaire de ma réflexion sur le couple et du coup par ricochet la maternité solo, etc., mais Mm. euh, sur le faire famille autrement. Bah, clairement. Si, clairement, le cœur sur la table, ça a été hyper important pour moi. Après, moi, ça m'a pas forcément rendue mise en colère, mais ça m'a plutôt, au contraire, apaisée sur certaines histoires que j'avais pu avoir. Parce qu'en fait, j'ai continué d'avoir toutes ces années où j'étais pas forcément dans des couples traditionnels, classiques. J'ai quand même eu des histoires que je considère être des histoires d'amour, mais qui n'étaient pas considérées par la société comme des histoires valables, en fait. Et Mhm. du coup, pour moi, le cœur sur la table, il m'a vraiment permis de comprendre que j'avais vécu quand même des histoires d'amour et que j'avais vécu de l'amour et que on pouvait vivre de l'amour justement en dehors d'un couple hyper classique où tu te rencontres, tu t'installes ensemble, t'achètes un appart, t'as un compte commun et tu fais un enfant, quoi. Mm. Donc moi, ça a été plutôt une sorte d'apaisement par rapport à certaines histoires que j'ai pu avoir. Et je pense que du coup, ça fait un lien aussi avec le fait de s'autoriser à vivre une vie amoureuse différente, quoi. Et surtout à ne pas mettre la vie amoureuse au centre de ma vie. Et en fait, ça m'a surtout fait comprendre qu'il y avait déjà, en fait, parce que c'était déjà mon cas, j'avais une vie amicale très très riche. En fait, ça m'a aussi permis de comprendre à quel point mes amitiés féminines en particulier étaient genre vraiment centrales dans ma vie depuis longtemps. Mais elles le sont devenues encore plus ces dernières années. Vraiment, c'est assez fou, quoi. Et à quel point j'avais en fait une vie sociale riche, malgré le fait que j'étais pas dans un couple traditionnel et que du coup, socialement, c'était quand même moins bien perçu en termes de relations. Donc le cœur sur la table, il m'a surtout permis de prendre conscience de ça. Et du coup, par ricochet, ouais, de prendre conscience qu'on pouvait avoir une vie hyper riche avec des amoureux ou pas amoureux en dehors du couple, quoi. Y compris, du coup, la maternité. Mm. Même si elle n'en parle pas du tout. Au final, tu chemines, tu te dis je suis prête. Comment ça se passe pour toi le parcours vers la soloparentalité? Bah, je me souviens déjà, en fait, la décision elle était déjà là, mais en 24 heures, j'ai changé d'avis. Et donc, je me souviens justement d'avoir écrit à mes amis les plus proches, qu'on a un groupe WhatsApp commun, en leur disant, voilà, j'ai fait ce choix-là et c'est quelque chose de hyper important pour moi, que ce soit vous les premières personnes qui soyez informées. Et tout de suite, elles m'ont soutenue de manière inconditionnelle, quoi. Donc déjà, ça m'a porté. Et c'est marrant parce que je leur ai envoyé un message il y a pas si longtemps en leur disant bah il y a 2 ans je vous avais envoyé ce message-là et en fait sans vous je pense que j'aurais pas mon petit bébé en train de bouger dans mon ventre. Et voilà, j'ai pris cette décision-là puis après j'ai commencé à les démarches en fait assez rapidement. J'ai pris des décisions au fur et à mesure mais je les ai prises assez rapidement quoi. C'est-à-dire d'aller faire la PMA au Danemark. Sauf que moi naïvement au début je me disais bon ça va marcher vite quoi. Donc j'étais plutôt enthousiaste et optimiste, puis finalement, au fur et à mesure, c'est un petit peu compliqué. En gros, j'ai pris ma décision en mai, il y a 2 ans, et en septembre, j'ai fait mon premier essai, en septembre 2021. Oui, qui est la fois où on s'est rencontrés d'ailleurs.
au pique-nique de maman solo. Exactement, ouais. En fait, je me souviens très bien, on s'était eu au téléphone assez longuement et t'étais encore enceinte. Et je me souviens que, je sais même pas si je te l'avais dit, mais je me souviens, je me disais, bah, on a à peu près le même âge, on a à peu près les mêmes taux d'AMH. Et tu m'avais expliqué ton parcours à Copenhague, à la Stork. T'étais allée voir une gynéco à Paris que je suis allée voir aussi. Enfin voilà, du coup, au début, j'ai suivi un peu tes traces, quoi. Mais aussi parce que ça faisait beaucoup de sens pour moi. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait ce choix-là, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des nuits entières pendant plusieurs jours à me renseigner, à lire tous les posts sur le groupe, à me renseigner sur les différentes cliniques, à réfléchir à pourquoi tel pays et pas tel pays, pourquoi tel donneur, etc. Mais j'ai réussi à faire mes choix assez rapidement. Bah ouais, du coup, j'ai fait mes premiers examens en mai. En l'été, je suis partie en vacances. C'est marrant parce que j'ai aussi écrit un texte en juillet, donc avant de commencer mes essais, qui est une lettre à mon enfant, en fait. Et c'était juste après mon premier rendez-vous en visio avec la clinique. Et voilà, puis après, ça s'est enchaîné, quoi. Et donc là, tu es enceinte Oui, d'un petit garçon. de... je suis enceinte d'un petit garçon qui devrait arriver début septembre. Le fait d'attendre un garçon, comment tu perçois ça, toi, de ton œil de mère Ouais. féministe? Et bah ouais, c'est une vraie question. J'avoue que moi, je m'étais plutôt projetée avec une petite fille, avec un peu cette idée, tu vois, peut-être un peu naïve de on va être un super gang, ça va être le girl power et je vais lui transmettre tous les trucs trop cool que j'ai envie de lui transmettre. Et je t'avoue qu'au début, ça m'a un peu perturbée. Alors, j'étais évidemment hyper heureuse, j'ai pas été déçue ou quoi que ce soit, mais vraiment, ça m'a questionnée sur en fait plutôt ce truc de d'avoir l'impression d'avoir une espèce d'énorme responsabilité, surtout que tout le monde me connaît. Donc enfin les gens qui me connaissent, ils savent très bien que c'est des sujets qui me passionnent et que je suis une féministe jusqu'au bout des ongles, quoi. Donc tout le monde me disait mais c'est génial, justement on a besoin de mères féministes pour élever un petit garçon, etc. Sauf que moi au début j'étais oui mais moi je sais pas faire. Enfin déjà j'ai pas beaucoup de garçons autour de moi, j'ai pas de frères, j'ai pas tant de copains mecs que ça, j'en ai moins qu'avant. Et justement, j'ai un peu l'impression, en tout cas maintenant je me suis un peu calmée, mais un peu cette impression, tu vois, d'avoir une énorme responsabilité à élever un mec bien, quoi. Et en même temps, maintenant je me dis, bah justement, c'est génial, je vais pouvoir lui transmettre plein de choses et justement avec ce regard féministe, bah pas en faire, j'ai pas du tout envie d'en faire un projet politique. Vraiment, c'est pas du tout l'idée. Mais j'espère pouvoir lui transmettre des choses qui, moi, me portent, quoi. Et notamment, bah, je pense que la clé pour les petits garçons d'aujourd'hui, c'est vraiment, bah ouais, enfin, comment ce petit garçon pourrait être connecté à ses émotions, à sa sensibilité, à son empathie. Et j'espère pouvoir lui transmettre ça. Mais voilà, j'ai quand même conscience qu'il y a moi et puis il y a le reste de la société, quoi. Et du coup, je trouve que enfin, je suis pas encore dedans dans l'éducation, mais ce qui me questionne vachement, c'est comment tu fais l'équilibre entre ce que tu as vraiment envie de transmettre et en même temps pas foutre la pression à ton enfant et aussi toute la pression sociale qu'il y a autour, auquel de toute façon il n'échappera pas, en fait. Et à un moment, je culpabilisais même de vouloir savoir le sexe de l'enfant, tu vois. Je me disais pourquoi je veux savoir le sexe de l'enfant alors qu'en fait je devrais m'en foutre. Et en fait, je pense que c'est aussi pour pouvoir me préparer à ça et pouvoir réfléchir à ces questions. Ouais, et puis je pense que même si, enfin, même en ayant atteint un certain niveau de déconstruction et en voulant essayer de faire en sorte d'être le plus neutre, entre guillemets, possible, ça reste très, très, très compliqué, quoi. Moi, je fais mon possible, mais en fait, je me rends compte que malgré moi, je suis encore pleine de biais, quoi. Oui, et puis je pense que, enfin, moi, je sais pas comment je vais être comme mère encore, mais j'espère me lâcher un peu la grappe là-dessus, en fait, aussi. Et de me dire, encore une fois, que mon enfant, c'est pas un projet politique, c'est plutôt d'essayer de lui donner au maximum les clés pour Mm. être qui il a envie d'être ouais, de questionner certaines injonctions auxquelles il va être confronté dans la société, quoi. Mais ouais, ça, c'est quand même une sacrée question que je pense que je vais me poser assez longtemps. Donc, on me propose déjà de me prêter le livre, là, Tu seras un homme féministe, mon fils, ou quelque chose comme ça. Tu parlais de la communauté, de la sororité. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Notamment des mamans Euh, solo, je pensais. ouais, alors déjà, des mamans solo, clairement, moi, je crois que c'est mon parcours PMA, ce que ça m'a appris. Ça n'a pas du tout toujours été facile parce qu'il y a eu quand même quelques embûches et ça a été une période assez difficile.
Mais ce que ça m'a appris, c'est que, ouais, enfin, vraiment, ça m'a ébloui ce soutien que j'ai pu recevoir, bah, notamment, ouais, enfin, surtout même au début de l'association Maman Solo, enfin, de toutes les personnes membres du forum des mamans solo. En fait, c'est assez fou de se dire que tu poses une question et en fait, tu te mets à parler à des personnes que tu n'as jamais rencontrées, que tu n'aurais jamais rencontrées peut-être dans un autre cadre et qui te soutiennent de manière, enfin, pas absolue, mais vraiment hallucinante, quoi. Bah, je pense évidemment à toi, je pense à d'autres femmes qui étaient là au quotidien pendant les phases avant les inséminations ou pendant le protocole de FIV, les piqûres, etc. Enfin, toutes ces phases hyper, ou toute la période où tu attends tes prises de sang quand tu fais ton test et tout, que c'est horrible. Bah, en fait, il y a des femmes que tu n'as jamais rencontrées et qui passent du temps à parler avec toi, à être là pour toi et à répondre à tes questions et à te rassurer. Et maintenant, je me vois le faire avec d'autres personnes. Et en fait, je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve que c'est un des trucs les plus beaux que j'ai pu voir dans ce parcours, quoi, vraiment. Et j'espère que ça va continuer aussi dans dans la parentalité. Et parce que du coup, c'est pas forcément un soutien matériel au quotidien, mais c'est vraiment un soutien émotionnel qui est fou, quoi. Et le fait que ça dépasse les frontières géographiques, ça dépasse les frontières sociales, les origines sociales, mais que le fait qu'on ait cette expérience commune, ben, moi, je trouve ça hyper beau. Après, sur la sororité aussi, bah, moi, j'ai la chance d'être hyper entourée aussi, d'avoir des amis très proches, d'autres moins proches même d'ailleurs, d'autres que j'ai rencontrés plus récemment, mais qui ont quand même, j'ai la chance d'avoir eu un soutien assez inconditionnel, en tout cas de mes amis, sur ce sujet et très vite. Ouais, enfin, une présence qui est assez folle, quoi. Et ça, je pense que c'est le féminisme et la sororité, quoi. Et tu parlais au début de ta famille, donc qui est plutôt à la base pas forcément hyper ouverte sur ces sujets-là. Comment ça s'est passé avec eux? Déjà, est-ce que tu leur avais annoncé que tu étais dans ce projet-là ou est-ce que tu leur as juste dit que tu étais enceinte? Comment ça s'est passé avec eux? Alors, ça n'a pas été aussi simple qu'avec les amis. Et je l'ai pas dit à tout le monde de la même manière. C'est aussi lié à mon histoire familiale, mais je l'ai quand même tout de suite dit à ma mère et à ma grande sœur. Je me souviens très bien, je leur ai écrit un mail à toutes les deux dans le train pour aller à Paris pour mon premier examen avec la gynéco à Paris. Et c'était hyper important pour moi d'avoir leur soutien à elles avant vraiment de me lancer. Et je pense que c'est aussi parce que toutes les deux ont vécu une parentalité solo, en fait. Ma grande sœur, elle m'a tout de suite soutenue à 100%, à comprendre complètement ma démarche et à me soutenir à fond. Ma mère, ça a été un peu plus compliqué au début, mais je pense que c'était plus de la peur. Enfin, tu vois, ça a été, mais quand même, tu vas rencontrer quelqu'un. En plus, ma mère, elle m'a eu assez tard, elle m'a eu à 42 ans. Donc pour elle, 36 ans, c'était jeune, quoi. Donc, elle comprenait pas pourquoi j'attendais pas un peu plus, etc. La PMA, pour elle, c'était des histoires d'insémination de FIV, d'embryons, etc. Alors là, c'était encore un autre sujet. Et quand je me suis vraiment lancée, et quand elle a vu vraiment à quel point j'étais déterminée, elle m'a soutenue à fond. Et depuis que je suis enceinte, elle est hyper présente. Voilà. Et après, mon père et mon autre sœur, ça a été une autre paire de manches parce que ils sont plus tradis et cathos de ce côté-là, quoi. Ma grande sœur, elle s'est mariée jeune, elle a eu 3 enfants, elle habite à Singapour, on est un peu moins proches. Et donc, sa première réaction a été pas très positive. Et puis, en fait, après, elle est revenue et pareil, elle me soutient, alors, à distance parce qu'elle est pas là, mais par contre, elle essaye de comprendre en tout cas. Et du coup, voilà, c'est plus un sujet. Enfin, c'est plus un sujet. Et mon père, c'est la dernière personne à qui je l'ai dit. Et je l'ai dit juste avant de faire mon dernier essai. Et en fait, il avait rencontré une personne qui avait fait le même, enfin, qui est devenue maman solo. Et il me parle de cette personne et il trouve ça génial, incroyable, etc. Alors que vraiment, je n'en avais pas parlé encore. Donc là, je me suis dit, allez, je lui dis. Et il l'a accueilli de manière vraiment hyper bienveillante aussi, alors que vraiment, j'avais très peur de sa réaction. Donc en fait, au final, tout le monde me soutient aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été, voilà, ça a pris un peu de temps, des discussions, des échanges, etc. Mais aujourd'hui, j'ai un soutien inconditionnel de mes proches, et je sais que ma famille moins proche, plus éloignée, qui est quand même hyper catho, tradie, etc. J'ai aussi eu des soutiens positifs. Mais Voilà. globalement, j'ai l'impression pour l'avoir vécu alors avec certaines personnes de mon entourage que des gens qui à la base sont plutôt manif pour tous que PMA pour toutes. En fait, quand c'est toi qui te connaissent,
c'est différent. Bah ouais, Et, c'est exactement ça, ouais. et pour toi, ok, ça passe, tu vois. Il y a un peu ce truc où, bon, si c'est toi, ça va alors, tu vois. Bah si, si, complètement. Enfin, même ma sœur, tu vois, elle est plutôt proche, mais pour tous. Et au début, ça a été vraiment une réaction assez tranchée, mais au fur et à mesure, en fait, assez rapidement, en fait, elle est revenue en me disant, mais en fait, c'est ma petite sœur, j'ai envie que tu sois heureuse. Et puis surtout, en plus, elle sait très bien que ses enfants ont joué un rôle important aussi dans mon désir de maternité. Et du coup, oui, c'est ça, en fait, c'est le truc de quand tu as une personne proche autour de toi qui fait un choix, en fait, tout d'un coup, les convictions politiques, elles s'envolent parce que bah, il y a de l'amour et c'est ça qui compte, quoi. Et même pour ma famille plus éloignée, dont je suis pas forcément très très proche, ouais, finalement, je pense que à partir du moment où c'est une personne que enfin, qui est connue, qui est dans ton entourage, c'est plus du tout la même perception que un regard politique que ces personnes-là peuvent avoir, quoi. Et puis après, il y a quand même le truc de je fais un enfant quand même. Donc un enfant, c'est quand même sacré, ça reste enfin, dans les milieux très catholiques, ça reste une vie, c'est merveilleux. Enfin, je pense que j'aurais fait une sorte d'annonce officielle, j'ai décidé de pas avoir d'enfant, ça aurait été peut-être une autre réaction. Mais là, voilà, il y a quand même ce truc de je vais être mère, quoi. Et ça, c'est quand même, du coup, ça amène aussi du soutien et ça amène de l'amour, en fait. Un enfant dans une famille, peu Mm. importe la manière dont il soit conçu, en fait, c'est ça, quoi. Pour en revenir au couple, du coup, t'as fait ton enfant en solo. Comment t'évolues sur cette question du couple aujourd'hui? Ça n'a pas été immédiat non plus, mais j'ai vraiment réussi à, dans ma tête, séparer la question de la parentalité du couple. Parce qu'au début, j'avais vraiment l'impression de renoncer au couple amoureux, à l'amour, quoi, en faisant un enfant toute seule. Et maintenant, c'est vraiment très clair que c'est deux choses complètement séparées et que, en tout cas, ça m'empêchera pas du tout de vivre une histoire amoureuse ou une histoire de couple. Et la vie étant pleine de surprises, j'ai rencontré quelqu'un, j'étais enceinte de 2 mois. C'est très récent, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, l'amour est arrivé à un moment où je m'y attendais pas du tout. Et ça, la vie m'a prouvé en fait que ce que j'avais choisi de suivre comme chemin était juste en fait parce que, enfin, théoriquement, je me disais oui, l'amour peut arriver à tout instant, donc allons-y quoi. Et effectivement, j'y suis allée et l'amour est arrivé. Encore une fois, je sais pas du tout comment tout ça va se goupiller, mais du coup, en fait, c'est hyper intéressant parce que ça me permet d'expérimenter cette séparation du couple et de la parentalité. Mm. Et ça, c'est hyper important pour moi aussi. Enfin, je pense que c'est important pour que les personnes entendent aussi qu'on peut séparer vraiment et qu'on peut vivre des histoires d'amour parce que moi, c'était une grande peur que j'avais, quoi. Et en fait, aussi, l'autre truc, c'est que vraiment, je pense que le fait d'avoir été enceinte, ça m'a libérée d'un poids de la rencontre amoureuse et ça m'a en fait permis de rencontrer de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée une personne et pas un potentiel géniteur. Parce qu'avant, je faisais que des rencontres où inconsciemment, en fait, je cherchais un papa, pas forcément un géniteur, mais et du coup, bah, ça fonctionnait pas parce que ça enlevait toute la spontanéité d'une rencontre amoureuse qui peut exister, quoi. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, quand tu as cette ligne de mire de, enfin, c'est comment dire, la ligne d'arrivée, t'imagines qu'en fait, c'est pas le couple, c'est le bébé qu'il y a derrière. Enfin, en fait, tu te mets une pression énorme sur la personne que tu rencontres parce qu'il faut impérativement que ça marche, parce qu'il faut impérativement que tu puisses projeter cette personne en tant que père et quand en plus t'arrives à des âges, genre 34, 35, 36 ans, tu te dis, mais merde, en fait, si c'est pas lui, ce sera qui, tu vois, enfin, et du coup, à quel moment je repars à zéro, enfin, c'est une pression énorme, je trouve, probablement pas pour tout le monde, hein, mais moi, j'avais vraiment cette sensation, que ça mettait une pression énorme sur mes potentielles rencontres, et que, effectivement, le jour où je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'arrête d'attendre, et je fais ma vie de mère, et le jour où, je rencontrerai quelqu'un. En fait, ça peut arriver n'importe quand. La fertilité, eh ben, elle a une date de péremption, quoi. Donc, Ah, mais complètement. Mais moi, vraiment, et Judith du Portail, dans ses textes et dans les podcasts aussi auxquels elle a pu participer ou qu'elle a fait, on parle très très bien de cette espèce de pression. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé, ce que tu viens de dire aussi, mais j'en avais pas conscience sur le moment. Mais en fait, c'est injuste pour tout le monde. En fait, c'est injuste pour toi parce que, bah ouais, en fait, en tant que femme, t'as une fertilité qui baisse.
un désir de maternité qui est hyper légitime et c'est injuste pour l'autre qui tu peux pas demander de devenir père dans l'immédiat. Enfin, et tu rencontres pas la personne pour vraiment ce qu'elle est, mais plutôt pour est-ce que ça va être un mon père, est-ce qu'on va pouvoir faire un enfant. Et en fait, avec ça en tête, j'ai fait plusieurs rencontres d'hommes qui ne voulaient pas du tout être pères, comme par hasard. Et du coup, là, je me souviens, j'ai fait la dernière rencontre que j'ai faite. On a eu cette discussion très, très vite. Enfin, c'était vraiment au tout début de notre rencontre. Et en fait, c'était quelques jours avant que je décide de me lancer dans le parcours PMA. J'étais là, en fait, j'en ai ras-le-bol. Je tombe que sur des mecs qui veulent pas faire d'enfants. Je vais arrêter d'attendre, en fait. Je vais arrêter d'attendre la personne idéale qui peut-être elle existe, peut-être elle existe pas. Mais en fait, c'était très simple. Dès que je pensais au fait de ne pas être mère, ça me faisait vraiment littéralement pleurer. Enfin, c'était vraiment une grosse douleur. Le fait de vivre célibataire, entourée de mes amis, potentiel chat, ça me rendait beaucoup moins malheureuse. Et donc, en fait, la balance et le choix, il a été très vite fait, quoi. Et d'ailleurs, donc tu vis pas toute seule vu que t'es en coloc. Ouais. Comment ça va se passer tout ça avec l'arrivée du bébé? Et ouais, ça, c'est assez joyeux aussi. Du coup, ouais, je suis en coloc, on est trois. La troisième étant assez peu là parce qu'elle est souvent chez son copain. Et Margot, donc, qui est mon autre coloc, est devenue quelqu'un de très très proche. Et on est en coloc, mais on est un peu plus que des colocs. On est quand même des amis très proches. On adore vivre ensemble, on adore notre appart. Et donc la question s'est assez vite posée, mais très vite, ça a été super bien, enfin, ça a été accueilli de manière assez enthousiaste et joyeuse de sa part, quoi, d'accueillir un bébé dans notre maison, en fait, parce qu'encore une fois, on aime vraiment beaucoup notre maison et on s'y sent bien. Et donc elle m'a très vite dit, en fait, je vois pas pourquoi tu devrais partir parce que tu fais un enfant toute seule, quoi. Ce qui m'a beaucoup à la fois émue et puis en même temps rassurée, parce que je trouve ça chouette de pouvoir accueillir un bébé dans ces conditions. Et du coup, je lui ai demandé aussi d'être la marraine de ce bébé, de cet enfant, qu'elle a accepté. Et du coup, tout ça est très joyeux parce que l'idée, c'est que ce soit la marraine, que ce soit ma coloc, mais que ce soit évidemment pas, elle prenne pas du tout un rôle de coparent, mais en tout cas, cet enfant, il va être accueilli dans une configuration familiale différente, mais avec une autre adulte à la maison. Et ça, je trouve ça assez chouette. Et puis même pour Euh, ton postpartum, c'est royal en fait. Ouais, carrément. Après, voilà, justement, là, les grosses questions que je me pose en ce moment, c'est comment organiser mon postpartum pour que ça retombe pas sur elle non plus, parce que, voilà, Ouais, ouais. encore une fois, c'est pas un coparent, quoi. Mais ouais, c'est génial de me dire que je vais pas être seule, en fait. Et surtout qu'il y ait d'autres adultes référents pour l'enfant, en fait, pour moi, c'est hyper important. Et du coup, ça montre vraiment ce truc bah ouais, en fait, on peut faire les choses différemment. On n'est pas obligé d'être avec un mec pour accueillir un enfant. On n'est pas obligé d'être toute seule chez soi, dans son petit appart pour accueillir un enfant. On peut vivre avec d'autres personnes. Voilà, après, encore une fois, on sait pas comment ça va se passer. Ça va être de l'expérimentation. Elle a pas l'air très apeurée par les pleurs de mon bébé, donc moi, ça me rassure beaucoup. Je sais pas combien de temps je vais rester. Enfin voilà, il y a plein d'interrogations, mais en tout cas là, enfin, c'est une manière hyper joyeuse de vivre ma grossesse et d'accueillir cette. Tu vois enfin, elle est présente de plein de manières différentes, mais après j'ai d'autres personnes qui sont hyper présentes. Mais la première fois que je suis allée aux urgences au tout début de ma grossesse, c'était en pleine nuit, et elle m'a accompagnée et c'était une sorte d'évidence, quoi. Donc voilà, il y a ce truc aussi de voilà, on n'est pas un couple, on est un peu plus que des colocs, aussi des amis. Enfin, on invente aussi d'autres manières d'être Mm. en amitié. C'est chouette. T'as mentionné plusieurs fois des lectures, des podcasts, etc. C'est quoi, toi, les ressources clés que tu pourrais recommander sur tous ces sujets, ou du contenu que tu peux lire régulièrement, qui t'aident, enfin voilà, qui t'alimentent dans ta réflexion? Alors, paradoxalement, les lectures que j'ai pu faire, c'est pas forcément directement lié à la maternité ou à la Mm. parentalité. Moi, il y a des autrices qui m'ont pas mal marqué dans mes dernières lectures, notamment Gloria Steinem, que je cite du coup, dans le texte que j'ai lu en introduction. Donc c'est une féministe américaine qui est plus ancienne, parce qu'elle était plutôt militante dans les années 60-70, mais elle a écrit un livre qui est en 92, mais qui vient d'être traduit en français, sur la question notamment de l'estime de soi et du lien avec le militantisme. Et dans ce livre-là, elle parle beaucoup justement de ce que le patriarcat fait aux femmes dans leur rapport à l'amour et à la recherche absolument de l'homme, pas forcément parfait, mais voilà. Et du coup, elle parle beaucoup aussi, elle, de sa vie. Elle a
elle a jamais eu d'enfant, mais elle a eu plusieurs histoires d'amour. Enfin voilà, elle a jamais non plus été dans un couple très traditionnel. Donc elle m'a pas mal inspirée. Il y a aussi une autrice qui est une philosophe féministe et professeure de sciences politiques qui s'appelle Camille Freud-Vométeri, qui a écrit pas mal sur la question du corps. J'aime beaucoup. Ouais, je l'adore. Elle a vraiment une manière de parler de sujets complexes, mais de manière hyper accessible. Et en fait, dans un de ses derniers livres qui s'appelle Un corps à soi, elle aborde la question de la maternité et elle fait une référence à la PMA et aux mères qui ont fait enfin, aux femmes qui ont fait une PMA en solo. Et dans Pleine et Euh, douce aussi, non? Il n'y a pas dans son dernier... et en effet, son premier roman, enfin son premier ouvrage de fiction, parle d'une femme qui a fait une PMA en solo. Et en fait, c'est le point de vue de plein de femmes, y compris la petite fille qui est née de cette PMA. Et ça a été son sujet, en fait. Et en fait, c'est assez fou parce que c'était quelqu'un déjà que je lisais pas mal et que j'écoutais pas mal et que j'admirais beaucoup. Et je me souviens d'ailleurs quand j'ai lu son essai où elle fait une petite référence aux femmes en PMA solo, et y compris aux femmes en PMA solo qui ont eu une grossesse arrêtée. Et en fait, elle fait cette référence-là, et moi, ça m'a fait pleurer parce que j'étais au début de mon parcours. Et oui, après, elle a écrit là-dessus, et je crois qu'elle écrit un livre en ce moment sur la maternité et la grossesse, y compris avec des mamans solo, donc j'ai hâte de lire. Et après, bah, en podcast, bah, clairement, j'en ai déjà parlé, mais il y a Judith Duportail qui bah, est elle-même maman solo, enfin qui va bientôt avoir des jumeaux, qui, depuis qu'elle a annoncé qu'elle a été dans ce parcours-là, a beaucoup écrit, et je trouve qu'elle contribue énormément à la réflexion, mais même avant ça, je trouve qu'elle, par son podcast, elle y contribue beaucoup. Mais moi, tous ces textes, en fait, à chaque fois, ça me fait pleurer, tout simplement. Parce que ça résonne beaucoup. Et Euh, elle est en train en préparation d'un livre sur les maternités rebelles. ouais, trop hâte, trop hâte je sais pas quand est-ce qu'elle va l'écrire d'ailleurs, mais, euh, C'est pas grave, on ouais, j'ai trop attendra. hâte de lire. Ouais, c'est clair. Ouais, donc elle, clairement, enfin, voilà, son travail de journaliste et de visibilité sur le sujet, il est énorme, même s'il est assez récent. Et après, bah, on l'a déjà cité, mais clairement, les podcasts de Victor Tuaillon, Les couilles sur la table et surtout Le cœur, enfin, clairement, ça a été aussi une ressource. Et après, un podcast féministe plus large, qui aborde pas forcément la question de la maternité solo, mais par contre de la maternité tout court. Et un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, qui est très Ouais, très bien. je suis bien d'accord. Et moi, il y a un compte Instagram que j'aime beaucoup aussi, qui partage des réflexions féministes hyper intéressantes sur la maternité. Ça s'appelle Maman, mais pourquoi? Je sais pas si tu connais. Ah oui, tout à fait. Et il est super aussi, il est hyper riche, il alimente vachement mes réflexions sur le sujet, je trouve. Et en compte Instagram, bah, il y a aussi Elle a fait un bébé toute seule, Ouais, qui est du coup bah, la première personne à qui j'ai écrit. Du coup, joue un rôle assez central dans ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et qui a beaucoup, bah ouais, qui est aussi très inspirante dans ce qu'elle écrit, bah, notamment sur la parentalité solo et le couple, parce ouais. qu'elle est aujourd'hui en couple. Et qui écrit très bien, d'ailleurs. Et qui est très, très, très bien, ouais. Enfin, ce que je trouve assez génial, c'est que depuis que moi je me suis lancée dans le parcours, j'ai l'impression qu'il y a un foisonnement enfin un foisonnement peut-être pas, j'exagère un peu, mais sur la parentalité solo ou d'autres manières de faire famille. Et j'espère que ça va continuer de l'être en fait, parce que toutes ces personnes qui font ce travail-là, en fait, bah, elles ouvrent des portes pour des personnes qui sont en réflexion et elles légitiment nos familles en fait Mm. aussi. D'ailleurs, et chez Binge Audio, ils ont pas mal ils ont plusieurs livres sur tous ces sujets-là, sur faire famille autrement, sortir de l'hétérosexualité, que j'ai tous achetés, mais qui sont en attente de lire sur ma pile de livres à lire, mais qui contribuent énormément, en fait, à la fois par les podcasts et par les ouvrages qui sortent sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de personnes, et notamment, je dirais, des femmes qui se lancent dans la parentalité solo, un peu avec cette sensation d'échec, de pas avoir réussi à se mettre en couple, ou voire de renoncement, parce que, voilà, pour elles, faire famille, ça devait être dans un modèle classique hétéronormé. Quel message tu pourrais leur faire passer à ces personnes-là, peut-être pour les aider à voir les choses un peu différemment? Bah, le premier, c'est que vraiment, je le comprends parce que moi-même, j'ai ressenti ça, en fait, y compris en commençant mon parcours. Et qu'en fait, on est de toute façon, on fait partie d'une société, donc on est pris dans d'injonctions là, ou même un désir profond de faire famille de cette manière-là, et qu'en fait, c'est tout à fait légitime.
Ça, ce serait peut-être le premier, mais le deuxième, ce serait surtout justement une fois qu'on s'est libéré de ça, en fait, mais quelle sensation de liberté et de joie en fait que ça peut apporter, et surtout en matière de comment le fait de créer d'autres liens et de valoriser ces liens, je pense notamment amicaux, et de voir l'amour un peu partout, et peut-être ce changement de perspective, c'est hyper joyeux quoi. Et du coup l'amour familial et l'amour maternel en fait partie. Et je sais pas, parce que je suis pas encore dans un quotidien de maman, donc je sais pas du tout comment ça va se passer, mais en tout cas, je pense que le fait de s'autoriser, ça permet vraiment plus de légèreté, plus de liberté et plus de joie, quoi. Et qu'on est beaucoup plus nombreux que ce que moi je pensais quand je me suis aussi lancée. Et que en fait c'est trop génial, quoi. Il y a plein de modèles possibles. En fait, et puis la vie, elle est tellement pleine de surprises, surtout, c'est aussi ça que j'ai envie de dire. Ouais, je pense il faut foncer, quoi. Enfin, si c'est un désir profond, évidemment. Que c'est pas évident, mais que si c'est son désir, en fait, profond, et que c'est quelque chose qui est central dans sa vie, alors il faut l'écouter. Merci beaucoup, Bénédicte. Avec plaisir. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, allez mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la soloparentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite!